Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un témoignage vécu que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand, peut-être le meilleur moyen de se plonger au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du régime de Vichy et du maréchal Pétain. Ce qui m'en a donné l'idée, c'est la parution au Cherche Midi d'un document. Le titre parle de lui-même, « J'ai servi Pétain » sous-titré « Le dernier témoin ». Ce témoin, c'est Paul Racine, qui est centenaire, un centenaire bon pied bon oeil que nous sommes allés rencontrer chez lui dans le quartier parisien de l'Étoile. Vous allez entendre tout à l'heure de longs passages de notre conversation, témoignages passionnants et que nous commenterons en compagnie d'Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne et qui a réalisé les entretiens à l'origine du livre. Vous allez pouvoir constater à quel point il est intéressant d'entendre ce point de vue très différent de notre vision actuelle. En l'occurrence, il s'agit de la guerre et de l'occupation vue depuis le cabinet du maréchal Pétain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était un historien et un chroniqueur merveilleux, il nous a quittés en 2007, or je dois reconnaître que nous ne le citons pas souvent, pas assez souvent dans cette émission. Henri Amouroux était l'auteur d'une grande histoire des Français sous l'occupation, 8 volumes captivants sur une période qui n'en finit pas de nous hanter pour toutes sortes de raisons. Eh bien, figurez-vous qu'en préparant cette émission, j'ai retrouvé un texte qu'Henri Amouroux avait écrit en 1980 pour le 40e anniversaire de l'accession de Pétain au pouvoir. Je vais m'en inspirer pour vous faire revivre cet important moment d'histoire. Avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire essentiellement depuis la mort de la plupart des grands témoins de cette époque, nous avons tendance à accentuer un peu les contrastes du grand tableau de l'occupation. Beaucoup de noir, un peu de blanc et de moins en moins de gris. Alors que c'est là, me semble-t-il, dans un très subtil camailleux de gris, que se trouve sans doute la vérité de la situation. Le dernier grand film sur Pétain date justement de 1993, film de Jean Marbeuf, sur un scénario de Marc Ferraud et Alain Rioux notamment, avec Jacques Dufilot dans le rôle titre, il était d'ailleurs tout à fait excellent. Un film plutôt nuancé et dont je me demande, pour tout vous dire, s'il serait encore possible aujourd'hui. Car, à tort ou à raison, le regard de la société française sur Pétain et sur Vichy s'est durci considérablement. J'en veux pour preuve l'affiche assez forte de l'actuelle exposition des Archives nationales sur la collaboration. Le cadre est barré en diagonale, un peu comme une carte à jouer, et l'alter ego de Philippe Pétain y est carrément Adolf Hitler. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a là un raccourci historique assez étonnant. De 1987 à 1991, je l'ai redit l'autre jour à l'occasion de l'émission que nous consacrions à François Mitterrand avec Michel Cotta, de 87 à 91, le président de la République Mitterrand faisait fleurir la tombe du maréchal Pétain tous les ans pour l'anniversaire de sa mort. Et ce qu'il faut dire, c'est que ses prédécesseurs avaient fait de même. Ce n'est pas le cas du président Chirac, vous voyez, c'est là sans doute que s'effectue le basculement, ni évidemment de ses successeurs. Alors 2 mots sur la vie de Pétain avant d'entrer dans tout le détail, bien entendu, de cette année 1940 qui nous intéresse et des années suivantes à Vichy. Il était né le 24 avril 1856, il a fait Saint-Cyr, puis une carrière militaire classique et assez brillante, il faut le dire. Il est enseignant, il s'oppose à l'esprit revanchard qui à l'époque est très répandu. Vous savez, on est juste au lendemain de l'échec de 1870. On voit notamment Pétain s'opposer à Foch sur les tactiques envisageables et en 1914, il s'apprête à prendre sa retraite. Il prend sa retraite comme colonel, il a 58 ans. On pourrait dire que si tel avait été le cas, on n'aurait jamais entendu parler de Philippe Pétain. Eh bien oui, mais 1914, évidemment, c'est le début de la Grande Guerre. Il reprend donc du service. On lui confie une brigade. Il est donc nommé général, puis bientôt général de corps d'armée. Il commence à être connu et reconnu comme officier. Un officier qui, un officier général qui cherche à épargner des vies humaines.
Il est assez progressiste, disons, parmi le haut état-major de l'époque. On est, faut pas oublier, qu'on est à l'époque dans ses débuts de la guerre, de la Première Guerre mondiale, où les hommes sont un peu considérés comme de la chair à canon. Le 21 février 1916, Pétain commande les troupes françaises à Verdun. Après 10 mois de combat, il remporte la victoire. En 17, après le renvoi de Joffre puis de Nivelle, il est appelé par Clémenceau, qui est le président du Conseil, à la tête des armées. À ce moment-là, il a 61 ans. Et évidemment, le but, c'est de limiter notamment les pertes en vie humaine. 8 jours après la fin de la guerre, le 19 novembre 1918, il fait partie de la fameuse fournée des maréchaux. Il est nommé maréchal de France, la plus haute distinction militaire. Il n'a à l'époque donc que 62 ans. Il va rédiger un certain nombre de livres. D'ailleurs, l'un de ses nègres, le principal, n'est autre que De Gaulle à l'époque. Il succède à Foch en 1929 à l'Académie française. Il a 73 ans. Il bénéficie, on peut le dire, d'un grand prestige. Et en 1934, à 78 ans, il est, pendant quelques mois, ministre de la guerre. C'est là qu'il va s'opposer notamment aux idées offensives du général De Gaulle. Je dis du général, à l'époque du colonel De Gaulle. Le 2 mars 1939, à 82 ans, il est nommé ambassadeur à Madrid auprès de Franco, qui est depuis peu maître de l'Espagne. Quel rôle va-t-il jouer dans la décision de Franco de rester neutre au moment du déclenchement de la guerre? Ça, c'est une affaire sur laquelle on aura peut-être tout à l'heure l'occasion de revenir. Et puis donc, arrive l'offensive allemande de mai 1940. Il entre le 17 mai. Il a 84 ans au gouvernement de Paul Reynaud. Il est carrément vice-président du Conseil. Le 14 juin, le gouvernement, vous le savez, se réfugie à Bordeaux après l'entrée des troupes nazies à Paris. Et là, évidemment, il va jouer un rôle qui est un rôle tout à fait historique et sur lequel je vais essayer de m'appesantir dans quelques instants. Un extrait des valses nobles et sentimentales de Ravel sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au maréchal Pétain. Donc le gouvernement est en train de quitter Paris. Là, nous revenons le 14 juin. Il est à Tours. On est dans une crise terrible. C'est l'invasion, littéralement, de la France par les troupes allemandes. On a longtemps présenté ça comme une sorte de promenade de santé. Loin de là, évidemment, les combats sont extrêmement violents et extrêmement sanglants. C'est très important d'en être conscient. Voilà ce que dit le sous-secrétaire d'État De Gaulle au président du Conseil, Reynaud. Il lui dit: si vous restez ici, vous allez être submergé par la défaite. Il faut gagner Alger au plus vite. Y êtes-vous, oui ou non, décidé? Ça, c'est ce que, si j'en crois, les mémoires de guerre du général De Gaulle. Oui, répond Reynaud. Dans ce cas, je dois aller moi-même tout de suite à Londres pour arranger le concours des Anglais à nos transports. J'irai demain. Où vous retrouverai-je? Et Reynaud lui dit à ce moment-là, c'est quand même un peu fort, il lui dit: vous me retrouverez à Alger. Je cite Henri Amouroux: ni Alger, ni Quimper, ni Londres pour Reynaud. Après bien d'autres résolutions, la défaite emporte cette résolution. Peut-être De Gaulle aurait-il réussi à entraîner Reynaud si, en face de son autorité toute neuve et qui irrite, il n'avait trouvé l'autorité grandissante du maréchal Pétain, alors fondée sur d'autres exploits, une autre expérience, un autre passé. Et oui, vous avez ce tout nouveau général sous-secrétaire d'État face à une sorte de mythe national, le maréchal Pétain de l'Académie française. Évidemment, la balance n'est pas du tout équilibrée. Or, le maréchal Pétain a entendu Weygand déclarer au cours du Conseil des ministres du 13 juin qu'une armée ne pouvait continuer une lutte aussi inégale. Et vous savez, Weygand a eu des mots. On peut dire que Weygand n'a pas toujours fait preuve d'une très grande fermeté dans cette campagne de France de 1940, mais alors il a fait preuve de fermeté dans ses déclarations au Conseil des ministres du 13 juin. Il a dit: c'est très facile quand on est confortablement assis dans un château de province d'ordonner aux hommes de se faire massacrer. Mais
en ce qui le concerne, dit-il, lui le général Végon, il ne suivra pas un gouvernement qui abandonnera la France. Et à ce moment-là, Pétain se lève et devant des ministres qui ne sont pas tellement habitués à ce genre de déclaration, Pétain va sortir des notes, on voyait bien ça dans le film d'ailleurs, et voilà la déclaration qu'il fait aux ministres qui sont là assemblés, avec toute l'autorité qui est la sienne, encore une fois. C'est le vainqueur de Verdun, pense-t-on, il y aurait pas mal à dire, mais bref. Nous reconnaissons tous que la situation militaire est aujourd'hui très grave, dit le maréchal Pétain. Elle est telle que si le gouvernement français ne demande pas l'armistice, il est à craindre que les troupes, n'écoutant plus la voix de leur chef, ne se laissent entraîner à une panique qui mettrait l'armée hors d'état d'entreprendre la moindre manœuvre. Ça, c'est vraiment le point de vue quasi tactique, en tout cas opérationnel, d'un militaire qui a eu le point de vue des militaires. Je poursuis la petite déclaration. Enfin, je dis petite, la déclaration qui va être essentielle puisqu'elle va faire basculer la France. Il faut bien examiner les conséquences qui résulteraient de la continuation de la lutte. Si l'on admet l'idée de persévérer grâce à la constitution d'un réduit national, on doit reconnaître que la défense de ce réduit ne pourrait être organisée par les troupes françaises en débandade, mais par des troupes anglaises fraîches. Mais si ce réduit établi dans une région maritime pouvait être organisé, il ne constituerait pas, à mon avis, une garantie de sécurité et exposerait à la tentation d'abandonner le refuge incertain. On va assez loin dans les conjectures. Voilà ce qu'ajoute le maréchal Pétain. Et là, d'un point de vue stratégique, on arrive vers un point de vue moral, vers un engagement plus politique. Je cite encore une fois Pétain. Or, il est impossible au gouvernement, sans émigrer, sans déserter, d'abandonner le territoire français. Ça, c'est l'obsession du maréchal Pétain. Et vous voyez qu'elle est exprimée dès le 14 juin. Le devoir du gouvernement est, quoi qu'il arrive, de rester dans le pays, sous peine de n'être plus reconnu pour tel. Priver la France de ses défenseurs naturels dans une période de désarroi général, c'est la livrer à l'ennemi, c'est tuer l'âme de la France, et voilà la deuxième grande idée, c'est par conséquent rendre impossible sa renaissance, car c'est bien ça compte à l'esprit, non seulement le maréchal Pétain, mais un certain nombre de ceux qui vont très vite le suivre dans cette aventure de Vichy, c'est-à-dire il est grand temps, après tous les débordements, tous les désastres de cette Troisième République qui ont conduit à l'échec, il est grand temps de relever le niveau, de redresser la France. C'est la fameuse Renaissance, ce sera plus tard la Révolution nationale. Le renouveau français, dit-il, encore une fois on est le 14 juin, le renouveau français, il faut l'attendre en restant sur place plutôt que d'une conquête de notre territoire par des canons alliés dans des conditions et dans des délais impossibles à prévoir. Alors, combien de temps faudra-t-il attendre que les Américains constituent un arsenal suffisant, qu'ils entrent en guerre, etc., etc. Raoul Dautry, qui est ministre de l'Armement, a répondu, il a dit 2 ou 3 ans, ce qui nous mène en 43, 44, peut-être même en 45. Ça aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que dans l'idée de ceux qui vont réclamer à corps et à cri l'armistice en 1940, il y a bien cette idée que un jour, peut-être, on reprendra, mais pas pour l'instant, vous voyez. Et alors, ce qu'avait dit Dautry, c'est qu'il faudrait, pour pouvoir relancer les combats contre l'Allemagne, qu'on ait sauvé l'âme de la France dans une France nouvelle, dit-il. Vous voyez quand même tout cet état d'esprit. Le maréchal Pétain croit à un accord germano-britannique dont la France, une France qui serait dépouillée de ses colonies, entre parenthèses, c'est incroyable comme bouleversement, dont la France serait la victime. C'est comme ça qu'il voit, lui, les choses. Il pense qu'Hitler va finir par s'entendre avec Churchill. Je suis d'avis de ne pas abandonner le sol français, insiste-t-il, et d'accepter la souffrance qui sera imposée à la patrie et à ses fils. La Renaissance française sera le fruit de cette souffrance. Eh bien, en quelque sorte, si je puis dire, on a là presque établi déjà, sinon le programme, du moins l'état d'esprit général du régime de Vichy. Pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions. Chers auditeurs, il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur le maréchal Pétain. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, au maréchal Pétain et au régime de Vichy. Alors, avant d'en arriver tout à fait au régime de Vichy, il y a donc cette longue hésitation d'un gouvernement Reynaud qui maintenant s'est installé à Bordeaux. Vous avez peut-être vu le film Bon Voyage, ce magnifique film de Rappeneau où on voit justement la ville de Bordeaux complètement submergée, les gens qui sont réfugiés, tous les grands hôtels pris d'assaut par une haute société parisienne qui est venue se réfugier comme elle a pu. Alors, il y a tous ceux qui vont partir, on parlera d'ailleurs du Massilia, etc., un certain nombre d'hommes politiques qui veulent continuer la lutte depuis les colonies, en l'occurrence depuis l'Algérie. Il y a un certain nombre de hautes personnalités, d'artistes, etc. qui vont partir à ce moment-là. Mais il y en a, je peux vous donner le chiffre d'ailleurs, je regardais la liste ce matin, je crois qu'il y en a 700... Il y en a 731, vous voyez. Bon. Et tous les autres, ils sont là, ils attendent. Le président Paul Reynaud, président du Conseil, perd chaque heure de nouveaux alliés au sein même du Conseil. Étrange Paul Reynaud, écrit Henri Amouroux, il faut toujours en revenir à lui. Son caractère n'étant plus à la mesure de son ambition et de son intelligence, il se laisse conduire par son entourage, mais son entourage est disparate, divisé, si bien qu'il va et vient de résistance en abandon, d'abandon en résistance, prêtant l'oreille à l'un et à l'autre, et évidemment tous les conseils ne sont pas les mêmes. Le samedi 15 juin, au cours du Conseil des ministres, Reynaud prend des notes sur une feuille de papier. Il marque les noms des 6 ministres. Je dis bien, il y en a 6. Ça fait pas beaucoup, qui seraient opposés à une proposition faite par le vice-président du Conseil, Camille Chautemps. De quoi s'agit-il ? Pour en sortir, pour rétablir la cohésion du ministère, Chautemps propose une transaction qui est dans sa ligne d'homme habile à manier la conciliation, nous dit Henri Amouroux. Le but est d'essayer de trouver un accord. Évidemment, le président du Conseil est désavoué. Il va menacer de démissionner d'ailleurs ce 15 juin, après quoi il fait marche arrière. Enfin, vous voyez, on ne sait pas trop où on en est. Le 15 juin, écrit Henri Amouroux, Reynaud songeait à démissionner. Le 16, c'est au tour du maréchal Pétain de jeter sa démission dans la balance. Il le fait après avoir entendu le président du Conseil dire aux ministres réunis à 11h que la réponse des Anglais à son télégramme de la veille n'est pas encore parvenue, mais qu'il lui semble que le cabinet britannique se montrera moins conciliant que Churchill ne l'a été jusqu'alors. Et c'est vrai que lorsque Churchill avait vu les ministres à Tours, dans un premier temps, il avait été plein de compassion pour la situation de la France et il avait compris que la France puisse songer à des mesures assez extrêmes, et notamment au fameux armistice. Et puis là, le gouvernement de Londres, le cabinet britannique, est en train de se durcir. Le maréchal Pétain est exaspéré. Il se lève et il déclare que le temps qui passe ajoute à la désagrégation des armées. L'inévitable solution n'a été que trop retardée, dit-il. Je ne veux pas m'associer à ce retard dont la France tout entière paie les conséquences. Retard à traiter avec les Allemands, retard à demander l'armistice. C'est ça l'idée, bien entendu. Alors, on demande une autorisation au cabinet britannique, autorisation de lancer des pourparlers. L'autorisation arrive à condition que la flotte française soit dirigée aussitôt sur les ports britanniques en attendant l'ouverture des négociations. Voilà des conditions qui sont quand même assez claires et assez fermes. Donc, Reynaud dit qu'il préfère attendre de revoir Churchill avant d'aller plus loin. Il attendra également de connaître les propositions nouvelles sur lesquelles le cabinet britannique est en train de se prononcer, propositions que le général de Gaulle va lui téléphoner, comme on disait à l'époque. De Gaulle est à Londres, il a vu à 2 reprises Winston Churchill, et là il y a cette proposition assez extraordinaire, qui en vérité d'ailleurs n'est pas une idée de Gaulle, mais de Jean Monnet. C'est cette idée d'une grande coordination franco-britannique, même quasiment d'une fusion des 2 États. Ça va très loin, cette proposition, qui laisse d'ailleurs Paul Reynaud sidéré lorsqu'il l'entend. Il s'agit de constituer une union qui prévoira des organes communs chargés de la politique économique et financière, de la défense de l'Union, et chaque citoyen français jouira immédiatement de la nationalité britannique. C'est quand même incroyable ce que proposent les Anglais dans cette situation. On pourrait penser, et sans doute que ça a été l'idée de Paul Reynaud, que les ministres français vont être séduits par une proposition aussi généreuse, par cette espèce de coup de théâtre incroyable. Il faut vous dire quand même,
Ça, j'aime bien ce genre de petite notation, c'est Henri Amouroux qui nous dit ça. Il nous dit que pendant la discussion de la proposition anglaise au Conseil des ministres, un huissier est venu apporter au président du Conseil, à Paul Reynaud, un petit mot de Madame de Portes, qui est sa maîtresse, vous savez, qui joue un rôle absolument essentiel. Et sur ce petit mot, elle aurait écrit « J'espère que vous n'allez pas jouer les Isabeau de Bavière ». Isabeau de Bavière, vous savez, c'était l'épouse impossible du pauvre roi fou Charles VI, qui en 1420 avait négocié avec les Anglais le honteux traité de Troyes. Donc vous voyez dans quelle ambiance on est. Et je pense que ça a dû marquer ça, Paul Reynaud, probablement. Tous les grands projets d'union, union franco-britannique, départ pour l'Afrique du Nord, etc., s'effondrent sous la poussée du drame, nous dit Henri Amouroux. Si nous ne faisons pas l'armistice, déclare Pétain, la France sera soumise à un régime effroyable, car rien ne pourra la défendre contre les actes des Allemands. Là maintenant, on peut parler d'un bras de fer. C'est un véritable duel entre Paul Reynaud et Philippe Pétain. Choc de deux personnalités, de deux sentimentalités, nous dit Amouroux, de deux conceptions de la réalité, de deux visions de l'avenir. Combien d'adversaires, combien de partisans de l'armistice, nul ne pourra jamais le dire. Reynaud ne tentera pas l'épreuve de force. Sans doute pourrait-il remanier son ministère pour en faire le ministère de la Résistance, ou si trop épuisé, il veut passer la main, pourrait-il conseiller à Lebrun d'appeler Mandel, ou encore, se séparant de tous et de tout, partir pour l'Afrique du Nord, pour l'Angleterre? Il ne fera rien de tout cela. Il annonce simplement qu'à son avis, la majorité des ministres paraît favorable à la proposition Chautemps et qu'il ne saurait, lui, Reynaud, qui s'estime toujours engagé par l'accord signé avec les Anglais le 28 mars, il ne saurait demander aux Allemands leurs conditions d'armistice. Le gouvernement va donc se réunir à nouveau, très tard, là cette fois à 22h, pour enregistrer la démission du président du Conseil. Et qui s'impose pour le remplacer? Bien évidemment, comme toujours lorsqu'il y a un bras de fer et que l'un des deux finit par perdre, c'est évidemment le maréchal Pétain. Pétain fait en quelques minutes son gouvernement, nous dit Amouroux. Il le sort de sa poche, dira plus tard Albert Lebrun, surpris, agréablement surpris de tant de célérité après tant de tergiversations. Et immédiatement, Pétain entame les négociations qui vont conduire à l'armistice. Lorsque le 17 au matin, les Français apprennent la composition du nouveau ministère, ils s'intéresseront moins au dosage, au fait que sur 17 ministres, 11 ont appartenu au cabinet Reynaud, qu'aux intentions du nouveau président du Conseil. Et les intentions, on les connaît grâce au fameux message du maréchal Pétain à 12h30 ce 17 juin. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France, sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Et évidemment, on connaît ce discours par cœur. Là, c'est le début de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le début de ce qu'on appellera bientôt le régime de Vichy. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Il va y avoir plusieurs grands épisodes avant que le gouvernement ne s'installe à Vichy. Donc la négociation de l'armistice. De Gaulle envoie des émissaires, Pétain envoie des émissaires à la clairière de Retonde. C'est là même qu'on avait signé le 11 novembre 1918 l'armistice mettant fin au combat de la Première Guerre mondiale. C'est un armistice qui n'est pas très glorieux, évidemment. C'est un armistice qui n'est pas très glorieux, mais il faut se souvenir des conditions de l'époque. Nous avons, au mois de juin 40, un État qui s'effondre littéralement sur lui-même, avec une classe politique qui franchit la Loire, vous l'avez rappelé, pour se retrouver à Bordeaux dans les conditions que l'on sait, des dirigeants qui demandent aux fonctionnaires de rester à leur poste. Et il y a quelque chose de très important, c'est que l'armée, et notamment le général Weygand, souhaite l'armistice, parce qu'il considère aussi que l'armistice va permettre, d'une certaine manière, de sauver l'honneur de l'armée, et ça c'est un point extrêmement important qui va peser essentiellement aussi dans la demande d'armistice. On va y revenir dans un instant, et puis nous reviendrons évidemment après la signature de l'armistice sur le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ça c'était le 10 juillet 1940. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel sur Europe 1. C'est le régime de Vichy qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, qui a réalisé des entretiens avec Paul Racine, dont découle ce livre, Paul Racine, J'ai servi Pétain, le dernier témoin, aux éditions du Cherche Midi. Nous sommes allés rencontrer Paul Racine et dans un instant, vous allez entendre de larges extraits de la conversation que nous avons eue la semaine dernière. Alors, il faut revenir un instant, Arnaud Benedetti, sur les circonstances de l'avènement, je ne sais pas comment dire, de l'accession au pouvoir du maréchal Pétain. On est au début du mois de juillet 1940. Cette fois, l'armistice est fait. Le général de Gaulle, de son côté, a fait son appel, mais qui n'a pas été entendu pour l'instant par grand monde depuis Londres. Et la classe politique, presque dans son entier, va voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il faut rappeler ça. À l'exception de 80 parlementaires qui ça. vont voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mais le maréchal Pétain a, un attaché parlementaire de luxe en la personne de Pierre Laval, qui va être à la manœuvre. Ancien président du Conseil lui-même. Président du Conseil et qui a une revanche à prendre sur un certain nombre de ses collègues et qui va permettre de réunir une majorité qui donne les pleins pouvoirs à Pétain. Et c'est pas d'ailleurs tant, même parmi les 80 qui ne vont pas voter les pleins pouvoirs, la personnalité du maréchal Pétain qui pose problème, c'est bien la dévolution des pleins pouvoirs au maréchal qui pose question, et c'est vraisemblablement la raison qui a motivé ces 80 à ne pas voter ces pleins pouvoirs, sachant qu'il va y avoir beaucoup de résolutions qui vont être proposées, dont certaines résolutions par certains parlementaires, notamment un parlementaire, Gaston Bergerie, qui prône déjà une politique de collaboration avec l'Allemagne, bien avant la fameuse rencontre de Montoire. Alors les clauses de la rencontre entre Pétain et Hitler en octobre 40 à Montoire. Les clauses de l'armistice ont séparé la France en deux. Il y a une partie, tout le littoral, on va dire, qui est occupé, enfin le nord et l'ouest, qui sont, c'est la zone occupée par les Allemands, et puis une zone libre, une vaste zone libre au sud-est, on va dire. Le gouvernement s'installe à Vichy. Pourquoi choisit-on Vichy ? Pour des raisons, il semblerait que ce soit pour des raisons de télécommunication. Vraisemblablement pour des raisons de télécommunication et des raisons de logistique, parce que Vichy est une ville thermale, il y a des hôtels et on peut loger des services gouvernementaux, les ministères. Et donc c'est une des raisons qui... Et puis on ne voulait pas aller dans une grande ville et on a à un moment donné pensé à Lyon, mais on n'a pas voulu aller à Lyon parce qu'à Lyon il y avait un président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, dont on jugeait l'influence peut-être vraisemblablement un peu trop forte. Grande figure de la Troisième République qu'on voulait, qui était honnie à l'époque, et dont on voulait totalement tourner la page. On est donc à Vichy. Comment s'organise ce gouvernement ? Parce que c'est là que va survenir Paul Racine, si je puis dire. C'est là qu'il arrive. Quelle est l'atmosphère à Vichy au milieu de l'année 1940 ? Écoutez, au mois de juillet 1940, le gouvernement, les services gouvernementaux s'organisent dans un grand état d'improvisation, vous vous imaginez bien. Néanmoins, très rapidement, on va voir un certain nombre de courants venir vers Vichy, des réformistes, des technocrates qui considèrent que l'on peut réformer la France, même si on est occupé, des idéologues qui vont considérer qu'il y a là une divine surprise, pour reprendre l'expression de Maurras, que l'on n'attendait pas. Donc tout un ensemble de personnalités très diverses, très hétéroclites. Il faut bien comprendre que Vichy, et ça c'est très important, c'est quelque chose de totalement hétérogène. Il n'y a pas d'homogénéité à Vichy, il y a des parcours extrêmement différents, et si on veut vraiment comprendre cette période, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête ce contraste-là. Alors votre témoin, Paul Racine, que vient-il faire à Vichy et comment y arrive-t-il ? Alors, Paul Racine n'arrive pas en 1940, il arrive en avril 1941 à Vichy. Et ce qui est très important pour bien comprendre le parcours... 8 mois plus tard. Oui, mais Paul Racine a fait la guerre. Paul Racine a été engagé en Belgique, il est laissé pour mort sur le champ de bataille, il prend 4 balles, il est fait prisonnier par les Allemands et il est libéré en décembre 1940 et il revient en France à ce moment-là. Et c'est à partir du printemps 1941 qu'il décide de rejoindre le maréchal Pétain pour des raisons d'abord de proximité familiale, parce que sa famille a reçu au début du siècle le jeune capitaine Pétain à Marseille et a lié des liens amicaux. Il y a déjà des liens. Il y a des liens, mais des liens qui sont des liens amicaux. Voilà.
Et donc, il arrive, il se présente au cabinet du docteur Ménétrel. Il faut expliquer qui est ce docteur Ménétrel. Alors le docteur Ménétrel, c'est le fils d'un autre docteur qui était le premier médecin du maréchal Pétain. Le docteur Ménétrel, c'est l'homme qui est au plus près du maréchal Pétain. C'est lui qui va organiser la logistique auprès du maréchal Pétain. C'est lui qui soigne le maréchal Pétain. C'est lui qui est le confident du maréchal Pétain et c'est lui qui dirige le secrétariat particulier du maréchal Pétain. Eh bien, Paul Racine va se présenter à ce directeur du secrétariat particulier de Pétain. On est donc à Vichy au printemps 1941. Je me suis présenté au docteur Ménétrel et à partir du moment où il m'a engagé et où il s'est débarrassé de l'un de ses deux secrétaires, n'est-ce pas, on m'a donné une chambre à l'hôtel du Parc, qui était l'hôtel même du maréchal et du docteur, bien entendu. Vous étiez donc à l'épicentre du pouvoir, d'une certaine manière. En tous les cas, des lieux. Et j'étais un des deux secrétaires de celui qui était très proche du maréchal, non seulement de cœur et de connaissance, car c'était le filleul du maréchal, mais parce que son bureau, le bureau du docteur, était adjacent à la chambre du maréchal. Et je me rappelle, pendant une quinzaine de jours, ou pour je ne sais trop quelle raison, le docteur a quitté Vichy, je l'ai remplacé dans sa chambre et bureau, et une nuit, j'entends du mur qui me séparait de la chambre du maréchal, j'entends... Ça frappe. Je me lève, j'en trouve la porte, et je dis, vous désirez quelque chose, monsieur le maréchal? Il me dit, non, merci, tu peux y aller. Je réfléchis. Il était 2h du matin. Quelle était l'atmosphère dans l'entourage immédiat du maréchal Pétain? Est-ce que vous aviez le sentiment d'une ruche bourdonnante, ou bien au contraire d'un certain accablement? Quelle était l'atmosphère de travail? Sûrement pas l'accablement. C'était très vivant. D'abord, de la part du cabinet civil, avec le directeur du Moulin de la Barthette, qui était inspecteur des finances et qui menait bon train, au cabinet civil, qui donnait le ton, et qui était censé donner le ton. Car c'était le cabinet... En principe, c'était le cabinet militaire, mais on s'est aperçu assez rapidement que les généraux faisaient des bêtises. Moi, j'ai lu un jour une réponse d'un général à une lettre d'une personne qui s'exprimait avec confiance. Je me suis dit, on ne peut pas écrire plus bêtement. On a vu sans doute, à mesure de l'évolution des événements, un changement de cette atmosphère. Vous avez vu évoluer le climat? Eh bien, l'atmosphère a changé en ce sens que, d'abord, on a pris conscience de l'importance de l'accablement dans lequel nous étions et de la force des Allemands qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Heureusement qu'il y avait un gouvernement français quand même. Sans ça, les Allemands auraient fait tout ce qu'ils auraient voulu. Tandis que, à partir du moment où Hitler et le maréchal se sont rencontrés, il y avait une base de négociation ou d'échange de vues. Ma question va vous paraître naïve, mais pour vous ça paraît une évidence, mais on aimerait comprendre et on aimerait savoir quels étaient les points de vue évoqués autour du maréchal Pétain. Est-ce qu'on parlait de la situation de la France, de la situation par rapport aux Allemands, par rapport aux Alliés, par rapport aux États-Unis, etc. Est-ce que c'était des sujets de conversation ou est-ce qu'on gérait simplement le train des affaires courantes? On n'avait même pas besoin de dire quelles étaient les situations, on la sentait à tout instant, n'est-ce pas? Alors, le but du cabinet du maréchal, dans l'ensemble, c'est essayer de limiter les inconvénients de l'accablement de la France. Voilà. Alors, c'est bien joli d'en parler comme ça. Chaque fois, on essayait de freiner, dans la mesure, d'ailleurs, où c'était inscrit dans les rôles respectifs de l'Allemagne et de la France en ce qui concerne la présence et les faits allemands en France. Quel sentiment vous donnait-il? Celui d'un homme... anxieux ou au contraire plein d'espoir? Quel était, semble-t-il, d'après ce que vous en avez perçu, quel était son état d'esprit? Il y avait une grande confiance en tous les cas, et une admiration, et en même temps la conscience que le maréchal était très lucide, et que tout ce que nous pouvions faire, c'était d'essayer de favoriser ce que nous pensions être ses desseins. Voilà. Avez-vous l'impression qu'il était d'une manière ou d'une autre sous influence? Ou était-ce bien lui qui dominait la situation? Le maréchal écoutait les personnes en qui il avait confiance, il se formait son opinion, mais son opinion n'était pas celle qu'on voulait lui prêter. Voilà. Le maréchal a été toujours d'une très grande lucidité, quoi qu'on puisse raconter. Mais une fois encore, il héritait d'une situation accablante, quoi. On paie la note quand on a perdu la guerre. Et surtout quand on l'a déclaré.
Est-ce que vous avez senti un basculement après l'invasion de la zone libre, après novembre 1942 ? Je crois avoir senti en effet que notre liberté était de plus en plus réduite et que tout ce qu'on pouvait, c'était, dans la mesure du possible, en sous-main, lutter contre les conséquences, ce qui était difficile, et espérer que ça ne s'aggraverait pas. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, tout ce qu'on pouvait faire en sous-main pour contrecarrer les influences de ça, on le faisait. Y avait-il des relations suivies ? Quel était l'état d'esprit vis-à-vis des Allemands ? Une fois encore, l'état de l'esprit, c'est nous avons perdu la guerre, nous payons la note, mais dans toute la mesure du possible, nous essayons à chaque moment d'en limiter les effets. Voilà. Le reste, c'est des paroles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un jeune, moi que je vois des jeunes, la résistance, c'est le général de Gaulle. Oui, évidemment. Oui. Ben, vous dites évidemment. Non, enfin, en tout cas, c'est une. Oui. Oui, c'est devenu une évidence. Vous êtes au cœur du Oui. problème. Oui. Oui. Au sein du cabinet du maréchal Pétain, vous étiez en présence de personnalités, dont le docteur Ménétrel évidemment, Oui. qui concevaient leur rôle comme un rôle de résistance aux événements et de résistance à l'influence allemande. Ah, tout le monde au cabinet. Quel que fût le cabinet civil, le cabinet militaire, le secrétaire particulier, tout le monde. Et pourtant, on était dans une politique de collaboration. Disait-on. Ah voilà, mais c'est très important ce que vous dites. Quand on a un adversaire aussi puissant qu'était l'Allemagne à ce moment-là, on n'allait pas lui dire « on lutte contre vous tous les jours », c'est évident. La résistance se faisait le plus discrète possible pour être plus efficace, voilà. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, et qui est très intéressant du point de vue du vécu de ceux qui entouraient le maréchal Pétain à cette époque, c'est qu'il y avait donc en quelque sorte un double langage, celui officiel destiné à l'occupant et celui qu'on tenait entre soi contre l'occupant. Vous êtes, il me semble, au cœur du problème. C'est ça. On ne pouvait pas dire à l'occupant « on lutte contre vous ». Il n'attendait pas nécessairement de nous que nous dissions « nous sommes avec vous », bien entendu. Mais l'astuce était de procéder en sous-main dans la mesure où c'était efficace et où on le pouvait. Ce sont des propos assez inattendus et qu'on est plus habitué à entendre aujourd'hui, Arnaud Benedetti. Je me rappelle, moi, quand j'étais adolescent, il y avait encore pas mal de témoins qui expliquaient ça, qui disaient, c'était toute la thèse de Robert Harron, d'ailleurs, le glaive et le bouclier. En quelque sorte, le maréchal Pétain aurait joué le rôle du bouclier pendant que la France libre attaquait, si je puis dire. Bon. Depuis une vingtaine d'années, on n'entend plus ce propos parce que ces témoins-là ne sont plus là. Et l'historiographie a évolué, bien entendu. Je pense qu'il y a il y a une diversité de points de vue sur cette période qui est beaucoup moins grande qu'il y a encore 40 ans. Mais ce qui est très intéressant dans les propos que livre Paul Racine et qui trouble bien évidemment des gens de notre génération, c'est qu'il nous explique que l'on pouvait être à Vichy et germanophobe. Voilà. Et ça, c'est le. Il le dit fortement. Il le dit fortement. On n'a pas pris tout l'entretien, mais il me l'a dit 4 fois, moi, par exemple. 4 fois. D'ailleurs, il cite à un moment donné dans l'ouvrage le jour où Moulin de la Barthète est limogé par Pétain au moment du retour de Laval. Moulin de la Barthète, qui est le directeur du cabinet civil du maréchal Pétain, dit « Je suis viré par les Boches ». Et donc, il y a un fort sentiment germanophobe parmi ces gens, à l'intérieur du cabinet, qui s'impose pour eux comme une évidence. On revient dans un instant à ce témoignage de Paul Racine, qui donc était au secrétariat particulier du maréchal Pétain pendant l'occupation. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du régime de Vichy, avec votre invité Arnaud Benedetti, qui est professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et qui a recueilli le témoignage de Paul Racine pour en faire ce livre. Paul Racine, J'ai servi Pétain, le dernier témoin, aux éditions du Cherche Midi. Paul Racine qui a 100 ans, même si sa voix très assurée ne permet pas du tout de s'en rendre compte. Et je vous prie de croire qu'il est bon pied, bon oeil. Vous avez travaillé comment avec Paul Racine, Arnaud Benedetti ? Écoutez, j'ai travaillé d'abord, j'ai fait connaissance de Paul Racine lorsque j'ai rédigé un premier livre sur un préfet résistant qui s'appelle Un préfet dans la résistance, et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de m'entretenir avec Paul Racine. Sinon, j'ai travaillé par de longues heures d'entretien en l'enregistrant, en revenant régulièrement le voir et en lui laissant le temps de s'exprimer aussi et de faire en sorte que sa mémoire permette de faire ressurgir les événements qu'il avait vécus.
Alors, on va reprendre un extrait de la conversation que j'ai pu avoir avec lui la semaine dernière. Vous avez bien compris que le point de vue de Paul Racine est très clair. Le maréchal Pétain était là pour limiter les dégâts, en quelque sorte. Et il le dit, il l'a répété plusieurs fois au cours de notre entretien. Quand on a perdu la guerre, il faut payer la facture. Hein. C'était un peu l'état d'esprit. Est-ce que c'est l'état d'esprit qu'on avait dès cette époque au cabinet du maréchal Pétain? C'est possible, mais pour avoir fait des années d'histoire orale, je tiens à attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que parfois la mémoire évolue, bien entendu, hein, et on peut reconstruire aussi un certain nombre de points de vue qui peuvent être légèrement différents de ceux qu'on avait à l'époque même. Je vous propose d'écouter la suite de cet entretien avec Monsieur Racine. Il y a un mot du maréchal, tout à fait au début, à l'Amiran, qui était secrétaire d'État à la jeunesse, disant « L'Allemagne ne gagnera pas la guerre. Elle ne la perdra peut-être pas complètement, mais c'est l'Amérique, dont l'entrée en guerre est certaine, qui sera le grand vainqueur du conflit. » Ça, c'est un mot du maréchal à l'Amiran, mais en juin 40, je crois. Il avait prévu tout de suite. D'ailleurs, le maréchal pensait que le pays devait faire en sorte, non seulement de ne pas être livré aux Allemands, mais les négociations et les résultats à obtenir étaient tels que les États-Unis pouvaient considérer l'Europe comme un marché sur lequel déverser leurs produits. Lorsqu'on lit la presse de l'époque de l'occupation, et notamment la presse de la zone occupée, mais enfin, d'une façon générale, la presse française, elle est d'une très grande violence contre les Alliés, contre ce qu'on appelait la France libre à Londres, contre tous ceux qui s'opposaient à la politique de Vichy. C'était les Allemands qui contrôlaient la presse française. Ils n'allaient pas dire « on va aider De Gaulle et on va aider Franklin Roosevelt ». Il y a quelques années, vous avez dû suivre ça de très près, cet historien britannique qui a exhumé une note laissant entendre que le maréchal Pétain, à la fin de 1943, avait fait une demande officielle au gouvernement britannique pour quitter le territoire français et pour rejoindre les Alliés. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Je ne pense pas que le maréchal eût quitté la France malheureuse. Quelle que fût la raison, parce que qu'il pût quelque chose ou qu'il ne pût pas, dans l'opinion française, il était là. Il essuyait les coups, mais il était là. C'est un peu l'image du capitaine sur le navire, en quelque sorte. Voilà. Vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, 70 ans et même un peu plus après, l'image du régime de Vichy est fortement entachée par le fameux... La collabo. Et surtout par le statut des Juifs. C'est ce qui aujourd'hui préoccupe le plus les historiens, les médias, etc. Oui. Comment cette question juive était-elle vécue dans l'entourage du maréchal Pétain ? C'est une maladresse car non seulement le maréchal n'était pas antisémite, mais comme je le dis dans le livre, il avait des amis et des amis proches. Vous pouvez dire, vous, avec l'autorité du témoin qui a vécu les événements, vous pouvez dire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans l'entourage immédiat du maréchal Pétain ? Je ne peux pas dire ça, je ne connaissais pas les discussions, mais il y en avait en tous les cas sûrement pas formulés. Il n'y en avait pas au cabinet civil, ni du Moulin de la Barthette, ni André Lavagne qui a pris sa succession, ni auprès de Paul Estève ou les autres. Non, il n'y avait pas de sentiment antisémite. Formulé en tous les cas, je ne connais pas. On a eu tendance peut-être un peu facilement à considérer le maréchal Pétain comme un vieux monsieur, pour ne pas dire dans les derniers temps comme un monsieur un peu sénile. Qu'est-ce que vous en diriez de cela, vous ? C'est absolument contraire à la réalité. C'est-à-dire que plus on a avancé, plus la pression allemande s'est faite, et par conséquent, plus le maréchal le subissait. Mais ce dont je peux témoigner, c'est de la parfaite lucidité du maréchal jusqu'au bout. Et même lorsqu'il était à l'Île-Dieu, où je suis allé le voir par la suite. Oui. Vous étiez aux premières loges au moment de son arrestation, au moment où les choses ont mal tourné. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Le 20 août 1944, oui, les Allemands avaient laissé entendre qu'il allait arrêter le maréchal. D'ailleurs, on a fait prévenir le ministre de Suisse, Walter Stucky, qui est venu pour assister à l'opération et pouvoir en témoigner ultérieurement. Voilà ce que je peux dire, mais les Allemands s'imposaient par la force, on enregistrait. Je pense volontiers, il ne l'a pas dit, que le maréchal s'attendait à ce geste de la part, n'est-ce pas ? Bon. Je me rappelle simplement ce qu'il nous a dit en partant.
Je le vois encore debout, la canne à la main. Il nous a dit simplement « Continuez à bien travailler ». Ce qui voulait tout dire, et notamment témoigner de ça. Il était sobre, le maréchal, vous savez. Il était un peu avare de ses paroles. Oui. Est-ce que la question des prisonniers de guerre a joué un rôle dans l'orientation de la politique du régime ? Sûrement. Dans la mesure où on ne pouvait pas prendre des mesures qui étaient encore plus défavorables aux prisonniers qu'elles l'étaient de par la perte de la guerre. Oui, ça c'est sûr. Ça a animé en tous les cas le docteur Ménestrel et votre serviteur. Oui. Et nous avions des liens avec ce qu'on appelait la résistance, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la résistance de De Gaulle. La résistance n'est pas gaulliste au départ. Aujourd'hui, les jeunes le pensent, parce qu'au moment de la libération, la place était libre puisque le maréchal avait été enlevé, alors De Gaulle est arrivé. Et De Gaulle en parlait de la résistance, mais il y avait beaucoup de résistants qui disaient, au lieu d'en parler à Londres, il ferait mieux d'être là. Il y a bien entendu, pendant l'occupation, un certain nombre de personnalités, très rares d'ailleurs, mais très actives, qui ont mené une politique de collaboration extrêmement active avec le régime allemand, qui ont facilité les intérêts allemands, qui ont d'ailleurs prospéré sur l'occupation. Oui. Ce que vous nous dites, c'est que le cabinet du maréchal Pétain, et d'une façon même plus générale le régime de Vichy autour de lui, ne s'inscrivait pas dans cette mouvance. Bien sûr. Le cabinet du maréchal Pétain, mais personne alors, il aurait pu y avoir des divergences de vues à l'intérieur du cabinet, personne n'était pour la collaboration. Même si certains en parlaient. Et en parlaient pour avoir moins de pression des Allemands et leur donner l'impression que peut-être personne au cabinet du maréchal n'était pour la collaboration. En revanche, on était pour cette fameuse révolution nationale, oui, qui était une sorte de régime adossé à la puissance allemande. Momentanément, au départ, en tous les cas. Ce qui est né à ce moment-là est né de la défaite. Il ne faut pas en sortir. Hein. Et quand on résiste, il faut surtout ne pas en parler pour être efficace. Et la preuve, vous voyez, c'est ce que vous dites, ce document américain qui dit que le chef allemand même, qui dit que de Ménestrel est le chef secret de la résistance française, c'est-à-dire qu'il en parlait. Vous avez dû, étant donné cette expérience et ce point de vue sur le régime de Vichy, oui, vous avez dû très mal vivre le procès du maréchal Pétain. Désolé, évidemment, parce que le procès a été mal fait. Le procès a été le moins mal possible de la part des défenseurs du maréchal, mais les choses étaient telles qu'effectivement, on a fait pratiquement endosser au maréchal la responsabilité d'une défaite à laquelle il ne pouvait rien. On reproche presque toujours les mêmes choses à ce régime et à cet homme d'État, c'est-à-dire Montoire, c'est-à-dire le statut des Juifs, c'est-à-dire toutes les grandes décisions de l'automne 1940. Oui, parce qu'on n'a pas les informations du dessous. On ne fait pas état aujourd'hui d'informations qu'il fallait faire être secrètes à ce moment-là. Quand on vous entend, ce ne sont pas des circonstances atténuantes que vous donnez au maréchal Pétain, c'est carrément un satisfecit en vérité. Mais je pense que le maréchal, je pèse mes mots en vous disant ce que je vais vous dire, je pense que le maréchal est une des plus grandes et des plus hautes figures de l'histoire de France. Voilà un point de vue énoncé donc par Paul Racine qui se trouvait au secrétariat privé du maréchal Pétain à Vichy, un point de vue sans nuance. Vous aimeriez le nuancer, vous évidemment Arnaud Benedetti. Il n'y avait pas d'antisémites et il n'y avait pas de collaborationnistes au cabinet ? C'est le point de vue de Paul Racine, ce n'est pas le mien en l'occurrence. Il est clair que les textes et le statut des Juifs étaient dictés en octobre 1940 par le régime de Vichy sans que les Allemands ne demandent quoi que ce soit. Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est une réalité historique qu'on ne peut difficilement nier, me semble-t-il. Par contre,
Il y a un point intéressant dans ce que dit Paul Racine, c'est la porosité qui pouvait exister entre certains cercles de la résistance et certaines personnes qui étaient à Vichy. Oui, bien sûr. Les cabinets, et ça c'est quelque chose qui est méconnu, en tout cas, qui a été un peu oublié, c'est que les cabinets, autant le cabinet de Laval que le cabinet du maréchal Pétain, comportaient des gens qui travaillaient pour la résistance et dont certains ont été arrêtés d'ailleurs en 1944 et déportés. C'est le cas notamment de De Chalvron, entre autres, dont Paul Racine parle à plusieurs reprises. Il nous reste vraiment très peu de temps, mais ce que vous dites, c'est que Paul Racine est plus maréchaliste que pétainiste en vérité. L'attachement de Paul Racine au maréchal Pétain, c'est un attachement affectif pour la personnalité de Pétain, bien plus que pour sa politique. Ces entretiens, Arnaud Benedetti, vous les avez publiés au Cherche Midi, ça s'appelle « J'ai servi Pétain, le dernier témoin ». Ce dernier témoin, c'est Paul Racine.